Invité spécial sur le plateau de Live TV, le député et candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025, Assalé Tiemoko, a marqué les esprits. Face aux journalistes, Christelle Meledge, Herman Taboa, Daouda Koulibaly, Élisée Olougbe, il a livré un discours franc, sans détour, revenant sur sa vision pour la Côte d'Ivoire, ses priorités pour le peuple et les défis qu'il compte relever. Revivons ensemble les moments chauds de son passage. Il y a effectivement des choses qui ne sont pas correctes sur cette liste électorale. Mais cela ne garantit aucune victoire au RADP. Absolument aucune victoire. Je vous le dis, depuis 2010, il y a 4,5 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale qui ne votent plus. Afrique décryptée. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce tour d'antenne. Comme annoncé à l'entame de ce programme, nous recevons pour vous le candidat Assalé Tiemoko. Bonsoir, monsieur le candidat. Vous avez fait donc acte de candidature à la CEU, c'était donc hier. Revenons sur vos parrainages, 44 000 selon les chiffres donnés. Vous attendiez 37 000, 44 000 finalement. Le peuple de Côte d'Ivoire vous pousse-t-il vers le palais ? Merci de me recevoir sur votre plateau. Tout avec grand plaisir. Nous avons été sur le terrain pour collecter les parrainages. Pour nous, c'était une première expérience, puisqu'en 2020, nous n'étions pas candidats. Donc, c'était un peu aller à l'aventure pour les parrainages. Et donc, moi, j'ai été sur le terrain. Et j'ai parcouru 7 régions. J'ai fait 82 meetings dans 82 villages, 17 départements, 22 sous-préfectures. Et donc, nous avons été vraiment sur le terrain pour collecter les parrainages. Et donc, les Ivoiriens nous ont très bien accueillis. Résultat, nous avons pu avoir 44 000 parrainages, là où les 1% dans les régions qu'on avait choisies nous donnaient 37 000. Donc nous avons nos parrainages complets et nous avons une bonne réserve au cas où le Conseil constitutionnel dirait qu'il y aurait des doublons. Vous vous sentez proche du palais en ce moment ? Il y a encore de la marge, parce qu'aucune élection n'est gagnée d'avance. Ce sont les Ivoiriens qui décident, ils sont souverains et donc ils apprécieront au moment venu. Très bien, Élisée. Je pense que le débat peut s'ouvrir désormais pour M. Assalé et son mouvement ADCI. Là, il faut maintenant, je pense que franchir l'étape maintenant de convaincre les Ivoiriens. Donc, je suis en droit de vous poser la question de savoir aujourd'hui sur quoi se fonde le programme de M. Assalé. C'est quoi les piliers du programme de M. Assalé? Alors, écoutez, avant de répondre à cette question, je voulais faire une précision parce que je suivais la première partie du débat à la télévision et il y a Herman qui parlait de préférence nationale. Oui. ADCI, nous ne sommes pas pour la préférence nationale. Vous êtes pour quoi? Nous sommes pour la priorité nationale. Différence. Il y a vraiment une nuance. Quelle est la différence? La préférence nationale est un peu exclusionniste. La priorité nationale est intégrationniste. Nous sommes avec tout le monde, mais nous donnons la priorité aux nationaux. Par exemple... Est-ce qu'on n'aboutit pas toujours à la préférence? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Par exemple, si demain les Ivoiriens nous font l'honneur de nous accorder leur suffrage pour diriger la Côte d'Ivoire, l'une des premières choses que je ferai, c'est de signer un décret automatiquement pour annuler le décret de 2018 qui réduit l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire. C'est une décision qui a eu un impact économique extrêmement négatif sur la vie des Ivoiriens dans le secteur de l'importation de véhicules. Et donc, vous voyez, quand on parle de priorité nationale, c'est ça. Parce que cette décision a réduit l'accès des Ivoiriens dans ce secteur et dans le même temps a multiplié par 3 le chiffre d'affaires des multinationales. Vous voyez, c'est un peu ça la nuance. Nous ne chassons pas les autres, nous disons, on travaille ensemble, nous vivons ensemble, mais pour des questions d'intérêt, c'est les Ivoiriens d'abord. Très bien. Maintenant, sur la question que vous avez posée, ADCI a conçu un projet qui a pour nom construire une société de confiance. Ce projet a 16 piliers. Ça part de la sécurité jusqu'à la jeunesse, aux femmes, à l'économie, à la corruption, à l'énergie, à l'agriculture. Il y a beaucoup d'éléments qui sont là. Mais les marqueurs que nous voulons utiliser sont très simples. Quel est le modèle de société que nous allons laisser en héritage à nos enfants? Notre pays, depuis une trentaine d'années, a toujours traversé des moments extrêmement compliqués à des périodes précises. Chaque 5 ans ou tous les 10 ans, la Côte d'Ivoire traverse des périodes difficiles. Parce que les institutions n'ont pas été bâties. La politique a été faite de façon qu'elle soit un cercle de règlement des comptes, de division et de soumission de la loi aux intérêts du clan qui est au pouvoir. De sorte que les Ivoiriens aujourd'hui sont dans une dynamique telle qu'ils ne comprennent pas quels sont les enjeux dans lesquels ils évoluent. Donc nous, à ADCI, nous venons avec la notion de société de confiance qui intègre des principes de justice, des principes de méritocratie, des principes d'éducation. Parce que nous pensons qu'en matière d'éducation, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, on fait beaucoup d'efforts en termes de construction d'infrastructures, mais nous confondons un peu la scolarisation
et l'éducation. Et donc, ces éléments-là, pour nous, sont des choses extrêmement importantes que nous allons pouvoir promouvoir pendant les campagnes qui vont venir. Donc, notre projet de société comprend 16 piliers. Et quand j'entends des gens dire, mais vous ne parlez pas de votre programme de gouvernement, de société, mais ADCI est le mouvement qui, depuis novembre 2024, a publié son projet de société sur son site internet. Depuis novembre 2024. Tous les éléments que les Ivoiriens doivent savoir sont sur notre site internet depuis novembre 2024. Donc, ça comporte 16 piliers que nous allons décliner en programme de gouvernement, parce qu'il ne faut pas confondre le programme de société, et le programme de gouvernement. Ce sont deux choses différentes. Herman? Bon, moi je voudrais revenir sur son explication par rapport à la préférence nationale et la priorité, qui serait différente de la priorité nationale. Quoique je ne vois pas trop la démarcation. Mais ma question c'est que des Ivoiriens, ils sont certainement nombreux, souhaitent et réclament que, par exemple, qu'il n'y ait plus de monopole sur des secteurs clés, comme par exemple le secteur de l'énergie. Avec la distribution, enfin la gestion qui est menée par la CIE par exemple, est-ce qu'à ce niveau-là, vous en tant que président de la République, vos premiers actes vont concerner ces genres de monopoles qui existent dans notre paysage, pendant que beaucoup d'Ivoiriens souhaitent qu'il y ait une concurrence à ce niveau? Vous savez, en matière d'énergie, il faut éviter de faire de l'idéologie. C'est un secteur extrêmement sensible, extrêmement stratégique, avec lequel on ne joue pas. La production de l'énergie en Côte d'Ivoire est libéralisée. Ce qui n'est pas libéralisé, c'est la distribution. Ce sont deux nuances. C'est de la distribution que je parlais, justement. Voilà. J'ai évoqué assez. Mais la distribution, ce n'est pas un jeu. C'est tout un système d'investissement qui coûte extrêmement cher et c'est un secteur qui n'attire personne. Le secteur de l'énergie, moi j'ai travaillé sur ce secteur depuis des années, c'est un secteur qui n'attire personne. Parce que les moyens à déployer sont extrêmement lourds et personne ne veut investir parce que ce n'est pas rentable. Et donc, il ne faut pas penser que quand on parle de monopole, c'est dans tous les secteurs qu'il faut réduire les monopoles. Parfois, on est obligé de faire avec le monopole parce qu'il y a un contexte économique qui est là, il y a un contexte de sécurité à garantir pour ne pas tomber dans le blackout. En matière d'énergie, si vous jouez avec ça, un matin, votre pays est dans le noir. Donc, vous ne comptez pas changer la donne? Sur la distribution, ce qui est important, c'est de produire. Si vous produisez à très bas coût, vous le vendez à très bas coût. Donc, c'est à ce niveau-là que la question doit être... Très bien, relance, Herman. Monsieur Assalé Tsemoko, moi je vais vous faire revenir sur un fait. Au niveau de la distribution, quand vous parlez, c'est comme si la CIE déployait les infrastructures. C'est Côte d'Ivoire Énergie et autres qui fait les infrastructures. Je vais vous répondre. Côte d'Ivoire Énergie ne déploie pas d'infrastructures. C'est la CIE qui déploie les infrastructures. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui investit dans les infrastructures. La CIE ne fait pas d'investissement. Mais on dit la même chose. Donc la distribution est d'ailleurs même une démarche plus facile à faire. Pourquoi ne pas ouvrir cette distribution? Très bien, il va répondre à la question. Mais c'est ce que je vous dis. Je suis en train de vous expliquer que la distribution appartient à l'État. Et tout État sérieux a le droit de conserver un monopole sur la distribution. La Côte d'Ivoire est l'un des modèles les plus efficaces en matière d'énergie en Afrique. C'est un secteur, je vous le dis, avec lequel on ne joue pas. Très bien. La production, je suis d'accord, qu'on libéralise pour que chacun vienne investir pour augmenter la capacité de production. Daouda? On va Saleh Tsemoko ou choisir candidat Saleh Tsemoko. Peu importe. D'accord. Je vais vous poser une question concernant votre corporation d'abord, avant de commencer. Je pense que dernièrement, le président de la CEI a annoncé que les législatives allaient se passer en décembre. Vous qui aujourd'hui êtes candidat à la présidentielle et en même temps député, quel est votre avis? Quelle analyse vous faites de ce délai? Non, mais écoutez, moi je suis à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'en 2023, il y a eu une modification de la Constitution. Il y a eu un congrès qui était réuni à l'hôtel Ivoire et qui a modifié des dispositions de la Constitution. Et sauf que nous, au Parlement, on sait tous que les élections des députés auront lieu en décembre. Depuis 2 ans, on le sait. Mais là, ce qui me fait un peu, qui m'embête un peu, c'est qu'on voit certains graissements des dents chez certains de vos collègues députés. Donc, c'est-à-dire, quand vous dites ici que vous êtes au courant, d'autres députés, oui, donc ils étaient tous informés. Mais pourquoi ils font comme s'ils n'étaient pas au courant? Le débat a eu lieu à l'Assemblée nationale. Cette question de la réduction du mandat des députés, on nous en plus de 3 mois en réalité, parce que les élections devaient avoir lieu en mars ou bien en début avril 2020. Et là, ça se termine justement le 31. On nous a amputé 3 mois. La question qui a été posée à l'Assemblée était de savoir est-ce que l'État allait payer les 3 mois restants. Voilà. L'État a pris l'engagement de le faire. Donc, là-dessus, les députés ont voté. C'est vrai que le juge, moi, je n'étais pas là, donc je n'ai pas participé à ce vote. Mais depuis 2023, tous les députés savent qu'en décembre 2025, il y aurait les législatives. Donc, ma deuxième question maintenant revient à votre parcours du combattant.
Je sais que le parrainage citoyen, ça n'a pas été facile pour beaucoup de candidats. Dieu merci, vous l'avez bouclé. Vous avez votre parrainage. Est-ce qu'on peut dire que M. Assalé Tchimoko aujourd'hui a un ancrage national ou bien il bénéficie d'un effet médiatique? Ah non, l'ancrage national ne peut être déterminé que par rapport aux élections. Ce n'est pas le parrainage qui détermine l'ancrage national. Puisque le parrainage se fait sur une moitié des régions de la Côte d'Ivoire. Et puis ça a une petite échelle de 1%. À ce niveau, on ne peut pas parler d'ancrage national. Ce qui va faire qu'on parlera d'ancrage national, c'est les résultats qu'on va avoir, le pourcentage de voix qu'on va avoir le 25 octobre, si notre candidature, évidemment, est validée par le Conseil constitutionnel. Et donc, nous avons un travail à faire sur le terrain. Et parce que certains pensent que Assalé Tchimoko n'est qu'un produit des réseaux sociaux. Ah, c'est pas tout ça. Assalé Tchimoko a gagné 4 élections locales à Tiasalé, devant tous les grands partis de Côte d'Ivoire. En 2023, mon élection a été annulée, on l'a repris, j'ai gagné encore. Ça veut dire que d'un point de vue de la légitimité, je l'ai déjà. Après, il y a un travail à faire sur le terrain. Il y a vraiment une démarcation à faire entre les réseaux sociaux et le terrain. C'est le terrain qui détermine le leadership d'un candidat à l'élection présidentielle. Et donc là-dessus, nous avons toute la latitude d'aller sur le terrain pour aller conquérir les Ivoiriens. La dernière question, pas une relance, la dernière question, c'est qu'aujourd'hui, on a une frange de l'opposition ivoirienne qui se plaint de la CEI, ils demandent une réforme, il y en a même qui parlent de dissoudre la CEI. Mais vous, malgré tout, vous n'êtes pas embarqué dans cela, vous dites, je vais chercher mes parrainages, je vais à l'élection. Mais quand vous partez à l'élection, le 25 octobre, comment est-ce que vous garantissez que tout ça sera véritablement transparent pour vous et pour les autres candidats? Alors, je vais être très clair avec vous. Moi, je pense qu'il faut être cohérent. Moi, je pense que nous, les acteurs politiques, qu'on peut qualifier d'opposants, nous n'avons pas le droit de démobiliser les Ivoiriens. C'est-à-dire? C'est-à-dire de tenir un discours qui empêche les gens d'aller voter. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Cette liste électorale, elle n'est pas parfaite. Et je suis l'un de ceux qui l'ont dit depuis longtemps. Parce que j'ai enquêté sur cette liste électorale. Il y a effectivement des choses qui ne sont pas correctes sur cette liste électorale. Mais cela ne garantit aucune victoire au RADP. Absolument aucune victoire. Je vous dis, depuis 2010, il y a 4,5 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale qui ne votent plus. C'est un fait. Tout le monde le sait. Et donc, on ne peut pas me faire croire que cette liste-là, elle est tellement corrompue qu'elle garantit d'avance une victoire au RADP. Je vais vous donner 2 éléments. En 2020, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, dans un contexte de crise grave. Et il a été proclamé, le président Ouattara, comme élu devant M. Kwame Kakabe, avec environ 3 millions de voix. Kwame Kwaku Bertin. 3 millions de voix. En 2023, il y a eu les législatives et les municipales qui ont eu un véritable enjeu. C'est une élection nationale, puisque les régions, c'est dans tous les villages. Mais quand on a fini les élections régionales et municipales, le RADP a réuni combien de voix? 1 700 000 voix sur tout le territoire national. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui garantit que le RADP va gagner les élections en 2025. Il faut que les Ivoiriens s'élèvent et aillent voter. S'ils veulent le changement, le 25, ils l'obtiendront. Ce qui fait la différence, c'est la participation. Si vous ne votez pas, vous êtes à la maison, vous avez dit que la liste est corrompue, mais vous ne votez pas. Alors que vous êtes majoritaire, vous qui ne votez pas. C'est ce qu'il faut donner comme discours par rapport à 2025.